Bienvenue dans L'Aube se lève, l'émission qui décrypte l'avancée du plan divin sur Terre et qui propose un autre regard sur l'actualité et les dynamiques profondes de notre époque. Nous sommes le dimanche 26 avril 2026. À l'heure où de plus en plus de personnes ressentent que quelque chose ne tourne pas rond sur notre belle planète, le plan de l'Alliance diffusé à travers les messages de Q entre 2017 et 2022 continue de se dérouler sous nos yeux. Les mensonges sont exposés, le voile de l'illusion se lève et les populations sortent de leur enfermement. La vérité nous libère de nos illusions et de nos comportements toxiques. Nous verrons cette semaine notamment comment la paysannerie est mise à rude épreuve en France et que d'une situation désespérée peut naître une résilience miraculeuse. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour L'Aube se lève 6. C'est quoi un adulte? Un enfant qui a arrêté de rêver. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député MoDem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 euros de rétribution, 2 700 euros de retraite de député, 600 euros de retraite de député européen, 8 500 euros liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 euros par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 euros par mois. Parce qu'avant-hier, on a eu rendez-vous à la comptable. On travaille 80 heures par semaine. Vous savez combien on gagne par mois? 660 euros par mois. 660 euros pour travailler 80 heures par semaine. Pourquoi? Pour vous nourrir et après pour se faire maltraiter par terre. Pour se faire traîner par terre. Franchement, c'est ça la police aujourd'hui. 660 euros par mois, c'est même pas un RSA. Pour travailler, vous nourrir tous les jours sans s'arrêter. Si la santé continue à être là, parce qu'on est quand même soumis à rude épreuve. Sans compter le stress, sans compter la panique, sans compter les contrôles, sans compter les normes, vous vous rendez compte un peu? Et là aujourd'hui on est traînés par terre comme des malfrats, vous voyez combien vous êtes, il y a même l'armée qui est là. On est des terroristes, on est des terroristes. La seule chose qu'on a envie c'est de notre liberté, de pouvoir produire comme on a envie. Sans être soumis à des laboratoires qui s'en mettent plein les fouilles derrière. On est en train de vouloir tirer sur les petits veaux et notre cliente est devant. Maintenant, c'est bon. Faut que la juge ait le statut. Non, Ouais. monsieur, monsieur, Ouais. monsieur, vous n'avez pas le droit. Je suis l'avocat, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me toucher non plus. Allez. Laissez ma cliente, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais c'est dingue. Mais vous êtes des pourris, vous aussi, quoi. Voilà, super. Bravo, bravo. Les pieds fermes, dormez bien. Oh, à vous aussi, les jeunes, l'avenir de notre pays. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
beaucoup de gens ont pu voir ici effectivement que le déploiement de forces de l'ordre était à mon avis déraisonnable et aujourd'hui nous sommes obligés à la suite du rendu de cette décision qui ne suspend pas les opérations de ramener ces bêtes pour que le traitement qui en soit fait soit le meilleur possible, si je puis dire, dans ces conditions, parce que certains l'ont vu, mais on a tiré à bout portant une fléchette vaccinale sur des petits veaux dans une... Vu la violence qu'il y a eu aujourd'hui sur une personne, parce que j'étais seule quand même à la base, c'est juste moi qui refusais, et les moyens qu'on est capable de mettre, je ne vais pas renouveler ça. On sait que la campagne vaccination 2026 est ouverte, et donc effectivement je ne vais pas renouveler ça. Donc il n'y a pas 50 issues, c'est où on change de métier, où on accepte quoi. En fait c'est ça quoi. Ben, ça se passe comme toujours en fait. Ça se passe parce qu'on te menace, parce qu'ils sont en capacité de te menacer. C'est comme la suspension d'activité et l'obligation de vaccination qui est une menace à laquelle j'ai voulu résister. Donc j'ai changé d'avis parce que ils les auraient fléchés de toute façon et à choisir, j'ai préféré les rentrer. Et je vais fermer mon entreprise. Alors, je n'ai pas encore décidé comment, mais c'est sûr que je ne continuerai pas. Continuons comme ça, tout va bien. Moi, vous savez, au pire, on va à la ferme, on se casse, on aura tout nos savoir-faire, on saura se faire à bouffer, on sait faire du feu, on sait tout faire. Vous allez faire quoi le jour où ça va péter? Vous allez continuer à être du côté des méchants, à tabasser la population, juste parce qu'elle a envie de manger? Parce qu'elle peut plus même mettre du gasoil dans les voitures. Vous le voyez là qu'il y a un bug quand même, qu'il y a un problème. Tout le monde le voit aujourd'hui. Vous aussi, vous avez une famille, vous allez les voir, vous discutez avec eux. Vous y êtes, vous aussi, dans ce monde, dans cette vie, dans cette réalité. On n'est pas les seuls à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'affaire Epstein, les pédocriminels, non? Bonjour, je suis Emmanuel Portal, un maraîcher dans la Sarthe, maraîcher bio. Je fais une vidéo pour expliquer aujourd'hui qu'on est contraint d'arrêter nos productions. L'État, via la DRAF, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, nos responsables, ont trouvé une bactérie, la Ralstonia, ça s'appelle, qui est dans la rivière où on irrigue, dans le Loir. Cette bactérie n'est pas dangereuse pour la consommation, mais la norme veut l'éradiquer. Ils vont certainement éradiquer les petits maraîchers avant la bactérie. Enfin bon, ceci dit, on n'a plus le droit de produire de solanacées, donc pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons. Donc à cette époque-là, normalement, nos serres sont remplies. Il y a des tomates, il y a des pommes de terre nouvelles, il y a des aubergines, il y a des plants, de plein de choses. Du coup, vu qu'on n'a plus le droit, on est contraint et forcé d'arrêter. Notre système de vente sans solanacées n'est plus viable. Donc on a été, je le redis à nouveau, contraint de licencier notre employé, un super employé qui travaille avec nous depuis 8 ans. On ne reprendra pas de saisonniers cette année, 2-3 saisonniers à peu près sur 6-8 mois. On ne distribuera plus de légumes bio, frais, de saison, en AMAP, en vente à la ferme, au marché du village, tout en local. Voilà, tout ça on ne peut plus le faire parce que la norme dit qu'il faut éradiquer la bactérie qui n'est pas dangereuse pour la consommation. De toutes les vidéos que j'ai faites, celle-ci la plus difficile pour moi à faire parce que je suis quand même super fière. C'est une machine à broyer quoi. Du coup, comme vous le savez, ils ont saisi mes comptes, c'est-à-dire en fait que l'argent que j'avais sur le compte, il y a un virement, saisie administratif et tous mes comptes sont à zéro. Je risque même d'être interdit bancaire parce qu'en fait moi j'ai des crédits en cours donc ils vont se servir et il y aura zéro sur les comptes. Ils ont bloqué aussi la cagnotte. C'est le préfet, monsieur le préfet, je sais que vous regardez mes vidéos. Avec le procureur de la République. Donc du coup, j'en ai fait une autre sur un site américain. On est quand même obligé d'aller sur des sites américains pour pas se faire bloquer en France, quoi. C'est complètement dingue. Ce beau pays, avec un si beau paysage, avec une si belle histoire. On en revient en fait, dès qu'on ouvre notre bouche, à être complètement broyé.
Et moi, je me bats pour notre liberté, je me bats pour le vivant. Aujourd'hui, c'est gardien du vivant contre gardien de l'argent. Moi, je me tiens du côté des gardiens du vivant, sauf que là, je vais pas pouvoir faire grand-chose si j'ai pas votre solidarité derrière. Donc du coup, je vous annonce qu'une nouvelle cagnotte a été faite. En fait, c'est juste pour qu'on puisse payer nos employés, payer nos charges, payer nos fournisseurs. On est mis comme des parias, alors qu'on travaille. Comme je le disais, notre seul tort, c'est de nourrir la population. Notre seul tort, c'est d'être gardien du vivant. Notre seul tort, c'est d'aimer la nature et de vouloir faire avec elle et pas contre elle. Notre seul tort, c'est de refuser qu'il y ait des laboratoires qui s'en mettent plein les fouilles. C'est de refuser que ce soit l'argent qui domine le monde. Donc là, aujourd'hui, j'en appelle à tout le monde pour montrer que vous aussi, vous en avez quelque chose à faire encore de cette terre. Il est hors de question qu'ils exterminent les paysans. Il est hors de question qu'ils exterminent les dernières personnes qui se soucient encore de notre terre. Vous pouvez tout me prendre. Vous avez déjà essayé avec mes enfants. Vous avez pris là maintenant mon argent. Vous avez pris ma cagnotte. Vous pouvez tout me prendre. Que tant que je serai pas morte, je continuerai à dénoncer. Ça fait 10 ans que je montre qu'une autre agriculture est possible. Qu'une agriculture respectueuse du vivant, du consommateur, de l'animal et de nous-mêmes est possible. Et on nous met des bâtons dans les roues continuellement sur toutes nos productions. Là, en fait, nous, même si la cagnotte elle marche pas, c'est pas compliqué, on vendra le restaurant. On vendra tout ce qu'on a. Et donc des solutions, nous on en aura. Mais si vous voulez vraiment nous faciliter, qu'on puisse continuer notre combat, là, surtout avec la saison qui arrive et avec l'épuisement, je vous remercierai du fond du cœur de nous aider. Pour en fait aussi leur montrer que derrière, il y a la population qui est avec nous. Les peurs doivent changer de camp. Comme je l'ai dit, gardien du vivant un jour, gardien du vivant toujours. Je sais au fond de moi, même si je pleure, qu'on a déjà gagné. Pour le concrétiser dans la matière, on a besoin de vous. Je vous jure que là, on a besoin de vous. C'est vraiment super que vous me donniez la parole sur ça parce que c'était vraiment sur ça que je voulais axer ce que je voulais dire. Effectivement, les forces de l'ordre, pour moi, il y a bien 60 à 70% des forces de l'ordre qui ne sont absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. J'ai pu parler du coup avec beaucoup d'entre eux. Pendant que je suis en train de parler, là, et que vous m'avez filmé, que je ne savais pas d'ailleurs que vous étiez en train de filmer, une des personnes, je ne veux pas dire laquelle pour pas lui apporter d'ennui, avait les larmes aux yeux et était presque en train de pleurer. Les autres regardaient leurs chaussures. Enfin, je peux vous assurer qu'ils sont pas fiers du tout de faire ce qu'ils font. Et là, ils sont en train de nous diviser alors qu'on devrait y être tous unis. Et cette force vive, elle est utilisée pour contraindre des paysans. Et je rejoins mais 1000 fois ce qu'Ananda vient de dire. C'est plus une histoire de DNC, là, c'est une histoire de soumission. Et c'est plus une histoire même de sanitaire. Enfin, il n'y a jamais rien eu de sanitaire là derrière, ni même quand il y a les abattages. C'est une histoire de soumission et c'est une histoire de soumettre la paysannerie. C'est une histoire de soumettre le vivant. Et les gendarmes aujourd'hui jouent ce jeu-là à contre-cœur et à crève-cœur parce que vraiment, il y en a plein aussi en partant là quand tout le monde est en train de les insulter. Moi, on me voit sur le côté, je suis dépitée. Et en fait, il y en a plein qui m'ont tenu le bras et qui m'ont dit on est désolé, on est vraiment désolé, on est avec vous. Et quand on entend ça, vraiment, ça brise le cœur parce qu'on se dit que la population est avec nous, les gendarmes sont avec nous, les autres agriculteurs aussi sont avec nous, tout le monde est avec nous. Et en fait, il y a cet acharnement de violence, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus avec des proportions si immenses, parce qu'en fait, pour cacher une vérité, il faut une armada de mensonges, quoi. C'est cette disproportion complètement déraisonnable de la force publique qui a été énorme, quoi. Pour soutenir nos agriculteurs, étant donné ce qui se produit depuis ces dernières heures, une fois n'est pas coutume, les abattages d'animaux, que ce soit en Ariège ou ailleurs, sont toujours un crève-cœur, sachant que Covid-19, Dermatos 2026, même combat, les mêmes narratifs, les mêmes logiques, les mêmes plans du système, avec ce rapport de la Cour des comptes de 2023 qui précise dans le rapport justement qu'il faut réduire le nombre de bovins dans les années à venir pour réduire l'empreinte carbone. Donc tout est écrit, acté, planifié. Et cette fois, je fais cette vidéo pour soutenir notamment Christelle Rocor, qui a vu cette descente de police, comme ce fut le cas en Ariège en fin d'année dernière, aussi pour abattre les troupeaux d'animaux. Il y a également Kyria de la table de Gaïa qui a eu ses comptes fermés. Et je remarque d'ailleurs que en termes de cagnotte, eh bien, vous avez été nombreux à soutenir Gaïa, puisque
200 000 € en à peine 24 heures ont été récoltés. Donc c'est très satisfaisant et ça montre bien que la mobilisation est possible dès lors que les moyens médiatiques sont mis en place. Pour autant, des agriculteurs qui sont dans cette situation de détresse, il y en a des centaines, des milliers en France et il ne faut pas les oublier. Un agriculteur sauvé, c'est un agriculteur en moins qui se suicide. Rappelons, comme le dit Nicolas Legendre dans le livre Silence dans les champs, 2 à 3 agriculteurs par jour se suicident. Ces événements ont eu lieu le 17 et 18 avril dernier. Vous venez de voir 2 histoires principales relatées dans ce zapping. D'une part, celle de Christelle Record, qui a vu débarquer des dizaines de camions de CRS et de militaires pour procéder à la vaccination forcée de ses bovins contre la dermatose. Et en parallèle, nous avons l'histoire de Kyria Marietti, qui était solidaire de Christelle Record, d'ailleurs, lors de cette intervention sous tension. Après avoir co-signé une plainte historique devant la Cour de justice de la République contre les ministres Genevard et Nunez pour l'abattage forcé de 290 bovins, le compte en banque de Kyria a été vidé et mis à zéro. Elle ne pouvait plus payer ses employés, comme elle l'a dit dans sa vidéo. Sa cagnotte de soutien a été fermée et supprimée par les autorités pour l'empêcher de recevoir de l'aide. Comme elle l'explique également, elle a été contrainte d'ouvrir une cagnotte sur un site américain et près de 140 000 € ont été récoltés en moins de 24 heures. 140 000 € en une seule journée. Et mardi 21 avril 2026, elle en était presque à 300 000 €. Des milliers de gens ordinaires qui en ont assez de voir des paysans traités comme des ennemis dans leur propre pays ont eu un formidable élan de solidarité face à cette cruelle injustice. C'est absolument extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir la main du divin qui nous montre que d'une situation désespérée peut naître une résilience miraculeuse. Je vous mets en lien dans la description différentes cagnottes où vous pouvez vous aussi manifester votre soutien à la paysannerie qui a besoin de nous pour continuer d'avancer la tête haute malgré les tentatives de blocage. Le 17 avril dernier, je suis allée regarder les deltas de Q, étant donné que le nombre 17 est très fort dans cette opération, puisque Q est la 17e lettre de l'alphabet. Ce 17 avril 2026, nous avons appris dans la même journée que le détroit d'Ormuz était réouvert et l'AFP a même annoncé une baisse de 10% du prix du carburant. Le même jour, le général Flynn a posté ce message sur X: « La guerre est finie pour toujours. La paix éclate partout. » Le 18 avril, il a également écrit sur son compte X le slogan de Q, « Where we go on, we go all ». Voici le 3e drop que j'ai retenu, daté lui aussi du 17 avril. Lorsque j'observe l'image, j'y vois un champ fraîchement récolté, un peu comme une terre vierge dans laquelle on va pouvoir ensemencer. On va pouvoir décider de ce que l'on veut voir pousser pour la prochaine récolte. En même temps, on voit un horizon lointain, comme s'il n'y avait pas de limite. Ce champ est pour moi le champ de tous les possibles, comme une page blanche à écrire, comme une nouvelle terre à faire germer. Que va-t-on décider d'y planter? Quelles graines? Qu'allons-nous ensemencer dans ce champ en friche? Allons-nous continuer à faire pousser exclusivement du maïs ou du blé, en utilisant des semences stériles vendues par Monsanto et en devant utiliser des pesticides pour avoir une récolte décente? Ou bien allons-nous décider de planter des arbres fruitiers, faire de l'agroforesterie avec des fermes paysannes respectueuses du vivant? N'est-il pas temps de choisir notre camp? Au moment où j'ai consulté ce drop le 17 avril, Sylvia Miami a relayé ce post du compte Il Donaldo Trumpo, qui est le compte parodique du président américain. Voici sa traduction. Ton âme ne dépend que de toi seul. Lorsque tu te tiendras devant Dieu, tu ne pourras pas dire « mais on m'a dit de faire ainsi » ou que la vertu n'était pas pratique à ce moment-là. Cela ne suffira pas. Souviens-toi de cela. Lorsque je clique sur le lien du drop, cela m'amène à la vidéo que je vais vous diffuser à présent. J'ai demandé à plusieurs IA de me donner une analyse symbolique, philosophique et spirituelle de cette vidéo, et je vous restitue l'analyse faite par Gemini qui m'a le plus parlé. À travers son alliance unique de visuels abstraits et d'une conception sonore atmosphérique, cette vidéo intitulée « Rotation » offre une profondeur symbolique et spirituelle riche. Elle semble explorer la notion de cycle, de mouvement perpétuel et d'unité.
L'élément visuel central est un anneau ou un tore sculpté dont la texture rappelle le bois veiné ou des strates géologiques. Contrairement à un cercle plat, cette forme possède une torsion qui suggère que l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. C'est le symbole de l'unité des contraires. La texture boisée ancre cette forme mathématique complexe dans le monde naturel. Cela symbolise que les lois abstraites de l'univers, dont la géométrie sacrée, sont inscrites dans la matière physique, le bois et la terre. Le passage d'une forme unique à une danse de 3 anneaux évoque la Trinité ou la complexité qui naît de la simplicité. D'un point de vue philosophique, la vidéo illustre le concept d'impermanence et de flux constant. La rotation fluide indique que rien n'est statique. Le repos n'existe que dans le mouvement lui-même. Les anneaux flottent dans un espace indéfini en apesanteur. Cela suggère un état d'équilibre parfait entre la gravité qu'on pourrait assimiler à la matière et la légèreté qui nous relie à l'esprit. En changeant d'angle, la forme semble se transformer, bien qu'elle reste la même. Cela nous rappelle que notre compréhension de la vérité dépend souvent de notre point de vue. Le fait que la caméra finisse par entrer à l'intérieur de la forme pour revenir au vide initial suggère que tout provient du vide et y retourne, comme une métaphore du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. La synchronisation entre le mouvement fluide des anneaux et la musique planante évoque une harmonie cosmique, l'idée que l'univers est une symphonie ordonnée et paisible. Cette vidéo est une méditation visuelle sur l'existence. Elle nous dit que la vie n'est pas une ligne droite avec un début et une fin, mais une série de rotations et de cycles où chaque fin est un nouveau commencement. Elle invite l'observateur à lâcher prise sur le besoin de comprendre logiquement pour simplement ressentir le flux de l'énergie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui s'est passé après la résurrection du Christ. Pâques n'est pas très loin et je trouve cette histoire biblique incroyablement inspirante. Avant sa mort, Jésus avait donné une place centrale à Pierre en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Pierre est censé être un pilier, mais au moment de l'arrestation de Jésus, Pierre cède à la peur et nie connaître Jésus. D'ailleurs, Jésus lui avait annoncé cette prophétie dans l'Évangile selon Matthieu. « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Après la crucifixion de Jésus, le groupe des disciples est dispersé et caché. Le mouvement semble en miettes. 3 jours après qu'on ait mis le cadavre de Jésus dans son tombeau, Marie-Madeleine s'aperçoit que le tombeau est ouvert et vide. Jésus se montre à elle ainsi qu'à ses apôtres. Très vite, les disciples déclarent que Jésus est vivant et qu'ils l'ont vu. Pendant environ 40 jours, il apparaît à plusieurs reprises, il parle avec eux, il mange avec eux et il leur donne des instructions. Jésus confronte Pierre après son échec et lui demande par 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Puis il confie à Pierre une mission « Prends soin de mes brebis ». Pierre est alors établi comme leader malgré son reniement. Avant de partir, Jésus fixe une direction claire à ses apôtres. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, il les exhorte à répandre la bonne nouvelle. « Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Puis il disparaît sous leurs yeux. Le groupe se reforme, nomme un remplaçant pour Judas, qui s'est suicidé après avoir dénoncé Jésus aux autorités religieuses pour 30 pièces d'argent, et décide de rester à Jérusalem alors que tout les pousse à fuir. Le tournant décisif survient lors de la Pentecôte, une fête juive majeure où la ville est bondée de pèlerins venus de tout l'Empire. Pierre prend alors la parole en public. Lui qui avait fui accuse désormais ouvertement les responsables de la mort de Jésus et affirme qu'il est vivant. À l'écoute de son discours, il est écrit dans la Bible que 3000 personnes vont se convertir instantanément. Pour survivre et croître, le groupe de disciples met en place un système social inédit. Ils mettent leurs biens en commun pour qu'aucun membre ne soit dans le besoin. Ils se réunissent quotidiennement dans les cours du temple, au vu et aux yeux de tous. Le soir, ils se retrouvent par petits groupes dans des maisons privées pour partager le repas et consolider leurs liens. Leur succès agace. Les autorités religieuses et politiques de Jérusalem voient en eux une menace pour l'ordre public. Pierre et Jean sont arrêtés, interrogés et interdits de parole.
C'est ici que commence leur véritable combat physique et intellectuel avec une persécution qui ne fera que grandir. Face au juge, Pierre refuse de se taire, il utilise une forme de désobéissance civile, affirmant que sa mission prime sur les ordres humains. Il dit « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Malgré les menaces et les passages à tabac, il retourne systématiquement sur la place publique. Parmi eux, Étienne devient le premier à payer de sa vie cet activisme, puisqu'il va être exécuté en place publique, et cela va déclencher une répression généralisée. Loin d'éteindre le feu, cette persécution agit comme un accélérateur. Les disciples s'enfuient de Jérusalem, mais emportent avec eux leurs convictions. Et ils commencent à recruter en dehors du cercle juif strict, notamment en Samarie et jusqu'à Antioche. Et c'est à ce moment que le mouvement change d'échelle, passant d'une revendication locale à un réseau international qui va bientôt s'étendre à tout le bassin méditerranéen. Le passage des évangiles aux actes des apôtres est l'histoire d'une transformation. De simples suiveurs, Pierre et ses compagnons deviennent des stratèges et des orateurs qui, par leur refus du silence, transforment une exécution en un message mondial. Voici une autre histoire vraie, plus contemporaine que j'ai envie de vous raconter. Nous sommes en 1968, à Costa Mesa, en Californie. Chuck Smith, pasteur de la petite église La Chapelle du Calvaire, peine à attirer de nouveaux membres. Sa congrégation est vieillissante et conservatrice. Sa fille Jeanne lui présente Lonnie Frisbee, un jeune homme issu de la culture hippie qui s'est converti au christianisme. Malgré leurs différences culturelles radicales, Smith autorise Frisbee à faire venir ses amis dans son église. C'est le début d'un afflux massif de jeunes marginaux en quête de sens qui vont se mettre à louer Jésus sur des sons de rock notamment. Le pasteur Chuck est confronté à l'affluence de jeunes qui marchent pieds nus alors que ses fidèles viennent en habit du dimanche dans son église. « Mon peuple cherche Dieu, dit Lonnie, mais ils ne franchiront jamais votre seuil si vous exigez qu'ils portent des chaussures. » Alors le pasteur Chuck fit un geste fou. Il retira ses propres chaussures et laissa la poussière de la route entrer dans son sanctuaire. Greg Laurie, alors âgé de 17 ans, rencontre Lonnie Frisbee sur le campus de son lycée. À cette époque, Greg est livré à lui-même. Sa mère est alcoolique et il n'a pas de père. Il consomme beaucoup de drogue pour oublier sa triste condition. Sa rencontre avec Lonnie va changer le cours de sa vie. Il se convertit et rejoint la chapelle du Calvaire. Chuck Smith remarque les capacités d'orateur de Greg Laurie. Il l'envoie à Riverside pour diriger une petite étude biblique qui compte alors 30 personnes. Sous la direction de Greg Laurie, ce groupe va devenir la Harvest Christian Fellowship, qui deviendra en quelques années l'une des plus grandes églises des États-Unis. Le mouvement prend une ampleur nationale. En juin 1971, le magazine Time consacre sa couverture à ce phénomène qu'il nomme la Jesus Revolution. Des baptêmes collectifs sont organisés à Pirates Cove. On y baptise des centaines puis des milliers de personnes dans l'océan. Je vous montre la bande-annonce du film tiré de cette histoire. Salut le conformiste. Ah, je suis loin d'être conformiste. On devrait inviter Greg ce week-end. Y a quoi ce week-end? Comment ça va la Californie du Sud? Un pays divisé. Les hippies se rebellent contre l'autorité et des schémas qu'ils jugent dépassés. Je pense que ces jeunes ont besoin d'aide. D'une douche, tu veux dire? Tu te permets de juger des gens que tu connais même pas. C'est pour ça que ton église est vide. Quand Dieu mettra un hippie sur ma route, je lui demanderai des explications. Je ne comprends pas cette attitude. Cette maison dégage vraiment une très belle énergie. D'après une histoire vraie. Cette génération rêve d'accomplir de grandes choses. Ralentis, ralentis! Mais ils se sont égarés. Si vous voulez les convaincre, vous devez leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Si je les fais venir, je perdrai mon travail. Seule une porte ouverte nous permettra d'entrer. Et celle de votre église est fermée à double tour. Vous avez sûrement remarqué que nous accueillons quelques invités. Je vous présente mes nouveaux amis. Soyez les bienvenus. Ils n'ont rien à faire ici. Ils ne portent même pas de chaussures. Ils salissent le nouveau tapis de la paroisse. Ils ont besoin de notre aide. Si vous avez l'impression d'être incompris ou jugé, je vous promets que vous trouverez le pardon et la liberté dans notre église. C'était incroyable! Cette porte vous sera toujours ouverte, n'importe quand. Et si cela déplaît à certains, vous savez où se trouve la sortie. Allez, pasteur, il est temps de s'y mettre. J'étais prête à abandonner. Et t'as fait ce que personne n'avait osé faire. Lorsque l'on ouvre son cœur,
Je sais pas encore bien ce que c'est, mais je me sens enfin à ma place. Il va vous falloir une plus grande église. Il y a de la place pour tout le monde. On vit une période sombre dans un pays divisé, mais vous avez ramené l'espoir, et il se propage. Vous êtes ici chez vous, et je veux que vous en parliez à tous vos amis. Aujourd'hui, Greg Laurie est toujours à la tête de cette église et organise des événements massifs appelés Harvest Crusades. Le jeune homme perdu devint à son tour un berger, portant le flambeau de cette révolution, bien après que les fleurs des années 70 se soient fanées. Le rideau tombe sur une église qui n'avait plus de murs, car elle s'était répandue sur les plages et dans les cœurs de toute une nation. Dans les signes d'émergence d'un nouveau monde, voici un post de Trump Fake News qui nous montre une femme de 93 ans dans sa voiture avec conduite guidée. Elle affirme avoir retrouvé une plus grande autonomie après l'achat d'une Tesla Model Y équipée du système de conduite assistée, lui permettant de se déplacer plus facilement et avec moins de fatigue, selon un témoignage familial partagé en ligne. On pourrait croire que le temps que ça arrive en Europe n'est pas pour tout de suite, mais un article récent sur MSN nous indique que Tesla a obtenu une autorisation officielle pour déployer son système de conduite autonome supervisé aux Pays-Bas. Dans les initiatives qui s'orientent vers le retour au naturel, France 3 Région nous met à l'honneur le 16 avril dernier Stéphane Broder, agriculteur bio à Haudicourt dans les Ardennes, qui a décidé de faire de l'agroforesterie sur ses parcelles. En 10 ans, il a planté 12 000 arbres, soit une surface de 7,65 hectares. Quand on passe au bio et qu'on vient du conventionnel, on a peur d'un peu tout. Des champignons, des mauvaises herbes, des insectes. Donc je me suis dit, tiens, l'agroforesterie, laisser des bandes à la nature, ça permettrait de maintenir une biodiversité qui pourrait aider à une lutte biologique. Stéphane Border a donc commencé à planter des arbres sur son exploitation en 2015. Et 10 ans plus tard, 12 000 arbres sont éparpillés sur son exploitation, l'Oasis ardennaise. Ça représente 7,65 hectares sur 250, soit 20% de ces parcelles, qui sont concernées par les différentes implantations de l'agroforesterie. Il y a des haies et des alignements d'arbres. Des alignements principalement composés d'arbres fruitiers, une dizaine d'espèces selon les projets. L'écosystème présent dans les arbres permet aussi d'assainir les parcelles. S'il y a des coccinelles dans les haies, elles peuvent venir manger des pucerons présents dans les champs. Au pied des arbres, on peut aussi trouver de l'herbe et des fleurs. Dans les Ardennes, ils sont plusieurs à avoir franchi le pas, allant de quelques haies jusqu'à 50 hectares d'arbres. Dans la continuité du sujet sur les arbres, nous voyons ici un vieux figuier centenaire qui a été préservé par les autorités en Chine lors de la construction d'une route. Enfin, on termine avec une note fleurie. Voici une recette de sirop et de kéfir aux fleurs de lilas. Est-ce que vous avez déjà goûté cette fleur? Moi oui, car j'en fais du soda maison et du sirop cru. Vous l'avez reconnu, c'est le lilas. Bien connu des jardins pour son parfum si délicat. Ce qu'on sait moins, c'est que ces fleurs sont comestibles. Et ça tombe bien, j'en ai dans mon jardin. Ici, là et encore là. Alors direction la maison pour faire 3 recettes avec. En premier, on retire tout le verre des fleurs pour éviter l'amertume, ce qui laisse aux petites bêtes le temps de s'échapper. Recette 1, un sirop cru. L'idée comme toujours, c'est de mélanger les fleurs à leur pot en sucre et le résultat est bluffant. Vous connaissez l'expression le goût de l'odeur? Eh bien, c'est exactement ça. Recette 2, un pétillant naturel. En mélangeant simplement les fleurs, des tranches de citron, du sucre et de l'eau. Après quelques jours, on obtient une boisson pleine de bulles au naturel. Et le goût est fou, fleuri et subtil à la fois. Enfin, le kéfir parfumé, ma passion dans la vie. J'ai glissé quelques fleurs dans mes bouteilles de kéfir en 2e fermentation. Et je peux vous dire qu'à la maison, tout le monde adore. Les sodas industriels peuvent vraiment aller se rhabiller. Et vous avez déjà goûté le lilas? Si jamais vous êtes en réflexion sur votre avenir professionnel et que vous vous demandez quelle place occuper dans ce nouveau monde qui émerge, je vous accompagne pour clarifier votre direction, poser les bonnes questions et faire des choix alignés avec qui vous êtes vraiment. En ces temps de transformation intense, beaucoup de personnes remettent en question leurs choix professionnels et d'avenir. J'ai justement créé une plateforme ressources gratuite pour les personnes que j'accompagne. Vous y trouverez de quoi faire le point sur vos expériences passées, découvrir vos pépites, comme par exemple vos qualités, vos valeurs, vos inspirations. Il y a également une vidéo sur le monde professionnel de demain et des liens pour vous aider à trouver votre voie. L'accès à cette plateforme est disponible gratuitement dès le premier rendez-vous. Vous pouvez réserver votre rendez-vous dès maintenant sur rosedetahiti.com et commencer à construire une voie qui a du sens pour vous. N'hésitez pas aussi à visiter mon site internet pour télécharger gratuitement mes livres autobiographiques. Nous arrivons à la fin de cette 6e édition de L'Aube se lève. Si vous aimez mon travail, merci de me soutenir en likant et partageant mes vidéos.
Je vous embrasse, vous souhaite le meilleur et vous dis à la semaine prochaine. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 le temps nous paraît long. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.